Merci Pilar. Tout d'abord, bonjour. Je veux remercier Pilar et Alain Faso pour m'avoir invité aujourd'hui. Tout d'abord, je m'excuse parce que si mon français est un peu rouillé, j'ai une tendance à mélanger anglais, français, espagnol, donc veuillez m'excuser. Alors, ce que je vais faire tout d'abord, c'est je vais essayer d'expliquer les possibilités des humanités numériques, les possibilités qui offrent surtout à la recherche interdisciplinaire, surtout à partir d'un projet Marie Curie. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer les caractéristiques des projets Marie Curie, spécifiquement Staff Exchange, c'est-à-dire échange de personnel. Si vous ne le connaissez pas, après je vais expliquer un petit peu le projet Portada et d'autres bases de données qui peuvent être intéressantes à futur pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est le programme Marie Curie Staff Exchange? Pourquoi c'est intéressant? Ces actions Marie Curie Staff Exchange, échange de personnel, ont une caractéristique. C'est que le but principal, c'est surtout de travailler en commun des chercheurs de différentes disciplines, de différents secteurs, de travailler en commun sur un projet tout au long du projet et surtout de favoriser l'interdisciplinarité et l'intersectorialité. Je déteste ces deux mots, mais enfin, pour les prononcer en anglais, en espagnol, en français, c'est vachement difficile. Donc, le but principal, c'est de stimuler l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire stimuler l'innovation? C'est de, à partir des échanges de personnes, des échanges surtout d'idées, c'est former le personnel de différentes disciplines tout au long d'un projet de recherche. Alors, quel est l'avantage des Marie Curie échanges de personnel? Tout d'abord, c'est le taux de succès. Si vous comparez d'autres programmes, le taux de succès, normalement, c'est du 20-25%. Dans le cas des Marie Curie Staff Exchange, le taux de succès, c'est du 40%. Ce qui veut dire que réellement, c'est des projets qu'il faut réellement tenir en considération. Après, l'avantage, c'est que le projet, c'est un projet qui a une liberté thématique, n'importe quel sujet enfin, peut être inclus, et qui aborde toutes les disciplines scientifiques. Donc, dans ce sens-là, c'est un programme assez intéressant. Et puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est la gestion qui est très simple, je veux dire, du point de vue des chercheurs, parce que c'est des coûts unitaires, c'est-à-dire tu as des objectifs et alors tu as une somme, non, qui est liée à ces objectifs. Donc, du point de vue de la gestion, c'est assez simple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les mobilités Marie Curie, Staff Exchange, ont certaines implications. C'est-à-dire, il y a les chercheurs qui doivent se déplacer un minimum d'un mois dans une autre institution qui n'est pas dans le même pays où ils sont logés. Alors, le chercheur reçoit 2 300 € pour les coûts de séjour, les coûts de déplacement, et l'institution qui reçoit, qui accueille ce chercheur, reçoit des autres 2 300 €. Alors, tu dois te déplacer un minimum d'un mois. Ça ne veut pas dire que tu peux splitter, tu peux diviser ce mois en deux, mais si tu vas, par exemple, de Madrid à Marseille, bon, d'accord, tu peux diviser en deux, mais tu vas recevoir 2 300 € en tout cas, pas plus. Mais imaginons, comme c'est dans notre cas, que tu dois aller à Cuba. Ben, forcément, tu dois aller un mois parce que simplement le billet d'avion, c'est 900 €. Si tu vois deux fois, c'est 1 800 et en plus, tu dois séjourner là-bas. Donc, c'est pas évident que tu puisses faire ces séjours en 15 et 15 jours. Donc, le minimum, c'est un mois. Alors, ces mobilités peuvent être entre les États membres de l'Union européenne, ça dépend des institutions qui y participent, et entre les pays associés dans la liste des pays qui sont dans Horizon Europe. Quel est le problème? Par exemple, dans notre cas, il y a deux institutions en Espagne, Universidad de Barcelona et Universidad Autónoma de Madrid. Je ne peux pas me déplacer, financé par le projet, à Barcelone. Mais je peux me déplacer à Crète, en Crète, et je peux me déplacer à Cuba, en Argentine, mais pas dans le même pays. Alors, moi, je peux aller si je veux à Barcelone, mais enfin, ces coûts, je peux les couvrir d'une autre façon, avec des coûts indirects, quoi que ce soit. Mais ce qui est le plus marrant, et je n'arrive pas à comprendre du tout, ça c'est des trucs de la Commission européenne, c'est que Amérique latine, dans ce cas, est considérée comme un seul pays. Alors, par exemple, nos collègues chercheurs cubains ne peuvent pas se déplacer en Argentine et nos chercheurs argentins ne peuvent pas se déplacer à Cuba, mais ils peuvent se déplacer à Madrid ou se déplacer en Crète.
c'est les conditionnalités des projets. C'est comme ça. Alors le but principal, ce qui est intéressant de la caractéristique de ce programme, c'est surtout que le programme vise surtout à que les chercheurs acquérissent des compétences. Alors, cela veut dire que surtout des compétences des jeunes chercheurs. Ça ne veut pas dire qu'avec ce programme, tu peux avoir des bourses pour faire une thèse. Non. Les élèves qui font sa thèse doivent avoir une bourse du ministère ou une bourse n'importe où et peuvent participer à ce projet. Ça veut dire que ce sera un projet complémentaire à avoir une bourse pour faire tes études de doctorat ou tes études de thèse. Mais ils ne financent pas des thèses doctorales. Alors, c'est précisément pour favoriser le travail en équipe, interdisciplinaire, et surtout, il doit y avoir un programme d'accompagnement, un programme de mentorat pour les jeunes chercheurs. Et ce qui veut dire que tu es obligé à programmer des congrès, à programmer des ateliers, à programmer des activités pour faire des réseaux, pour consolider des réseaux. Selon la documentation, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas, enfin moi je passe les diapos et là, j'arrive pas à le faire. Je pense qu'on peut sortir de la présentation telle que. Est-ce qu'on est un mode de présentation? Ok, ici je est-ce que ça va voir comme ça? On peut le voir comme ça. Alors, je passe comme ça. Non. Et il faut cliquer comme ça tout le temps. Ok. Ah oui. Donc, voilà. On est déjà ici? On est déjà là. On est déjà là. Ouais, on est déjà là. Ouais, c'est ça. Les problèmes du direct. Maintenant? Je suis comme un allié. Ça roule? Non. Non, pas encore, car j'ai effacé le partage. J'ai supprimé le partage. Je suis là. Et Maintenant? oui. Ah, si nous Pas. passons comme ça, ça passe pas. Ça passe pas là, mais là. Voilà. Alors, là, oui. Voilà, aussi. Donc, Ok, c'est ce alors. bouton-là. Ok. Merci. Merci. Bon, je voulais tout simplement vous expliquer les caractéristiques. Alors, il est encore temps de postuler au programme parce que le nouvel appel se termine en octobre. Alors, si votre projet est accepté, ben, il commencera en septembre 2026 et vous aurez ensuite 4 ans pour le réaliser. Donc, vous pouvez y penser dans le département. Dans ce cas-là, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça mélange recherche et en plus acquérir des compétences et des innovations. C'est interdisciplinaire. Donc, vous verrez dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est mélanger des techniciens informatiques et des historiens économiques, ce qui apparemment est super, mais c'est réellement difficile de connecter et de se comprendre les uns entre les autres. Ça, je vous assure. Donc, je vais vous expliquer le projet basiquement. Notre projet poursuit un double objectif, hein. D'un côté, c'est surtout voir du point de vue technologique l'évolution de la navigation de la voile vers la vapeur et voir tous les changements techniques du point de vue des infrastructures portuaires aussi et des flux commerciaux. Mais du point de vue de l'innovation, vous vous rappelez qu'au début, j'ai dit que les programmes visent surtout à innover. Non? Donc, l'innovation, dans notre cas, et surtout d'automatiser la création de bases de données documentant, dans ce cas-là, le trafic maritime entre 1850 et 1914, hein, à partir d'informations spécifiques extraites des journaux historiques qui sont disponibles dans 4 ports.
Là, on a le port de Marseille, on a le port de Barcelone, le port de La Havane à Cuba, le port de Buenos Aires en Argentine. Alors, cela veut dire qu'on a 4 équipes et chaque équipe a un coordinateur. Moi, je suis la coordinatrice de l'équipe cubain, c'est-à-dire du port de La Havane, mais il y a le port de Marseille qui est un des ports les plus importants en Méditerranée. Et vous allez voir que dans ce cas, c'est le coordinateur C. Apostologelis qui est dans l'Institut maritime en Crète. Arrêtimo, parce que lui, il a eu une IRC, un projet, et il est spécialisé dans des sources marseillaises, dans des sources douanières. Donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de francophones dans le monde, comme vous voyez dans ce cas grec, qui travaillent des sources françaises dans ce cas-là. Et il parle parfaitement français, en fait. Alors, les institutions qui font partie de ce projet sont 10 institutions. 2 sont partenaires, c'est le Musée maritime de Barcelone et aussi Acumar, qui est un organisme qui gère les politiques publiques de cette région. Et après, on a en Espagne, on a l'Université de Barcelone, l'Université de Madrid. Après, à Cuba, on a l'Université de sciences informatiques. Il y a surtout des informatiques dans ce cas-là. C'est pour ça que vous verrez que les équipes sont réellement interdisciplinaires. Toutes les équipes dans les 4 ports sont un mélange d'historiens, un mélange de techniciens informatiques. Pour pouvoir travailler ensemble. Et puis, en Argentine, il y a 4 institutions, 4 universités. Et comme je vous disais là, vous pouvez voir, il y a une institution, c'est une institution grecque en Crète, qui est spécialisée précisément en flux maritime. Donc, vous voyez que le nombre de personnes dans chaque équipe varie, comme vous pouvez le voir. Alors, chaque institution apporte une expertise spécifique, tant sur le plan thématique comme sur le plan méthodologique. Normalement, comme je vous disais, c'est toujours des informatiques et des historiens économiques. Alors, pour favoriser cette collaboration entre les différents chercheurs et les différents spécialistes, nous, on avait pensé, il y a à organiser des summer schools, qu'est-ce qu'on dit en français, des écoles d'été. Alors, je vous avais dit au début que c'est un minimum de mois. Nous, on a pensé que pour favoriser le travail en équipe, on va organiser 5 summer schools de 2 mois chacune. Alors, sur le papier, c'est bien. Quand on doit vraiment aller 2 mois, non, on a une famille et tout ça, c'est un peu plus compliqué. C'est surtout enfin, pour des jeunes chercheurs, je dirais. Mais bon, en fait, on l'a fait. Alors, pendant ces 2 mois, c'est toutes les équipes se rassemblent. La première fois, on l'a fait en Argentine. Alors, la première fois, on l'a fait en Argentine et c'est toutes les équipes qui travaillaient de lundi à vendredi, tous les matins. Alors, après 2 mois, tout le monde était complètement, vous vous imaginez, désespéré parce que c'était réellement intense, parce que tu n'es pas à la maison. Si tu n'es pas à la maison, ça veut dire que tu ne fais que bosser. Tu travailles tous les matins, en plus, avec des gens que tu ne connais pas. Donc, voilà, c'est très, très intense. Alors, on a décidé que quand on avait fait la deuxième, qui s'est déroulée les mois d'octobre, novembre à Cuba, à La Havane. Alors là, je vous dis que c'est compliqué. Alors, on a décidé que non, qu'il fallait travailler du lundi au jeudi et vendredi, samedi, dimanche, on travaille dans des universités, dans d'autres institutions, et ça veut dire qu'il faut aussi combiner le travail de chercheur avec le reste du travail à l'université. Donc, on a modifié, tu vois, les caractéristiques des summer schools, de ces cours d'été. On l'appelle cours d'été parce que qui se déroule, sauf dans le cas de Cuba, le mois de janvier et février. Pourquoi? Ben, pour aider les Argentins. C'est l'été en Argentine, c'est quand ils ont les vacances d'été. Alors, se déplacer 2 mois, vous pouvez comprendre, c'est compliqué. Se déplacer pendant 2 mois avec la famille et tout. Donc, on a pensé qu'au moins 1 mois et demi, c'était des vacances pour les Argentins. Alors, ils pouvaient venir en Espagne et ils peuvent se déplacer en Crète. Alors, c'est plus facile. Pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que c'est juste le deuxième semestre, mais bon, on s'est arrangé plus ou moins. Alors, voilà un peu le schéma. Alors, au mois de janvier et février, on s'est réunis à Barcelone et on se réunira encore une fois au mois de janvier et février en Crète. Et finalement, la dernière semestre aura lieu encore à Barcelone. Alors, pourquoi on a choisi ces 4 ports? Ben, ces 4 ports représentent
différentes trajectoires politiques, économiques et technologiques dans le cadre de la mondialisation, surtout fin du 19e siècle et surtout de la division internationale du travail. Alors, on les a choisis parce qu'on a vu qu'il y avait une diversité, il fallait choisir une diversité géographique et historique, une variété aussi dans l'adoption de la vapeur. Il y a des ports où on voit que les navires, comme le cas de Marseille, on a doté très rapidement la vapeur, dans d'autres ports, ça n'a pas été si évident. Alors, on veut tracer réellement comment on a fait cette transition technologique de la voile à la vapeur. Et aussi, on a vu que c'était des systèmes portuaires qui étaient très distincts, très différents. Tu as deux ports en Amérique et deux ports méditerranéens avec des flux commerciaux complètement différents. Marseille, surtout, est centrée non seulement en Méditerranée, mais aussi en Asie et en Orient. Tu as Barcelone plus centré en Méditerranée, mais aussi en Amérique. Il y a un intense trafic en Amérique. Et puis en Amérique, tu as Cuba qui domine le golfe du Mexique. Et puis tu as Argentine qui a des flux surtout de tous côtés dans l'Atlantique. Donc c'est des ports différents avec des caractéristiques très particulières, mais très, très intéressants. Les objectifs innovants, donc, c'est renforcer les réseaux de recherche transatlantiques et les collaborations long terme, surtout en essayant de extraire les données issues dans des journaux historiques euh, d'une façon automatique. En principe, c'est très facile sur le papier, c'est bien. Je vous expliquer toutes les complications qu'on a eues ou qu'on continue à en avoir. Du point de vue académique, on va analyser en comparant les différents ports, les différentes dynamiques de navigation. On va aussi analyser, identifier les acteurs économiques qui influencent tous ces flux commerciaux, c'est-à-dire les consignataires, mais aussi les capitaines, les patrons, les maisons commerciales, et appliquer aussi des méthodes d'analyse des réseaux pour voir réellement comment ces flux commerciaux se déroulent. C'est-à-dire non seulement le trafic dans la Méditerranée, mais aussi le trafic vers l'Atlantique. Mais on va étudier aussi du point de vue social les parcours professionnels. Parce qu'on peut voir, par exemple, si un patron devient capitaine, c'est-à-dire s'il y a ascension sociale, par exemple, et si réellement il change de compagnie maritime, par exemple. Alors, on peut voir bien les parcours professionnels, parce qu'on va avoir information des quatre ports. Et les mêmes navires, évidemment, on va aller trouver un même navire à Marseille et on va trouver le même navire à Buenos Aires et le même navire à La Havane, logiquement. Donc, on doit croiser tous ces réseaux pour voir. Alors, on peut voir aussi les parcours professionnels. Juste un exemple, ce qu'on peut voir aussi, on peut voir aussi les temps d'activité des navires. Combien de temps réellement ils sont en train de faire tous les trajets et si ou non. Alors, il y a une différence si c'est des navires qui font du cabotage de port à port, par exemple dans la côte espagnole, ou si c'est des navires réellement qui font des parcours de longue distance, c'est-à-dire qui vont par exemple à l'Amérique. Alors, on peut voir le temps. On peut voir le type ou identifier le type de navire et le changement technologique. Alors, on voit les bergantins, on voit les corbettes, les frégates. Alors, on voit parfaitement de 1850 à 1914 comment a évolutionné ça. On peut voir aussi dans ces changements techniques le volume, le tonnage, la capacité des bateaux, s'ils ont changé ou non. Alors, c'est aussi important. Vous voyez là dans ce graphe que plus ou moins la majorité des bateaux, c'est autour de 150 tonnes, 300 tonnes. Mais quand même, il y en a de bien grands avec 450 tonnes. Alors, quelles sont les sources qu'on a utilisées? On a utilisé, comme je disais tout au début, des journaux. C'est pas une source nouvelle. Il n'y a pas de grande nouveauté à utiliser des journaux historiques. Normalement, c'est les géographes qui ont utilisé les journaux parce qu'on peut tracer parfaitement les températures qui se qui se registrent tous les jours dans les journaux. Alors normalement, c'est les géographes qui, je me rappelle quand j'étais étudiante, qui envoyaient les élèves dans les hémérothèques pour tracer les températures au jour à jour, un travail manuel que maintenant, grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres méthodes numériques, ben, on peut agiliser. Mais comme vous le savez probablement, les journaux sont une source fantastique, non seulement pour tracer les mouvements commerciaux, mais aussi les dynamiques migratoires, aussi, par exemple, les épidémies.
on a tracé aussi le Covid, non? En 1918, les changements sociaux et du point de vue de la culture, ben, vous savez bien qu'on peut tracer à partir des journaux ben, les publications, les modes de vie et tout. Les sources qu'on a utilisées, les journaux, ils ne sont pas nouveaux non plus. Il y a d'autres chercheurs qui ont utilisé les mêmes journaux. Mais vous devez penser que normalement, c'est des registres qui sont jour au jour. Et normalement, on le fait manuellement jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les chercheurs, quand ils ont utilisé les mêmes journaux, ils ont simplement utilisé ou simplement une période d'année très petite, 5-10 ans, parce qu'il faut le faire tous les jours manuellement et, non, et prendre toutes les données, ou ils ont utilisé simplement, ils ont choisi un matériel ou, comment dit-il, ou une commodity. Et, par exemple, le coton. Alors, ils ont pris simplement les données qui sont relationnées avec le coton. Ils ont vu l'évolution, par exemple, des importations à Barcelone de coton, mais en utilisant simplement un matériel, parce que enfin, c'est un peu pénible de faire tout ça constamment. Quel est l'avantage de ce qu'on fait dans le projet? Ben, tout d'abord parce qu'on va essayer d'extraire d'une façon automatique, mécanique, toutes les données et les verser dans une base de données. Finalement, on va pouvoir avoir 1 600 000 registres d'entrée de navires entre 1850 et 1914 à partir des 4 ports, c'est-à-dire un volume considérable, impossible à faire de façon manuelle. Alors, ce qu'on va faire, ça va nous donner, du point de vue de la recherche des historiens économiques, une source inestimable, très riche. Et alors, je vais vous montrer un petit peu les journaux. Alors, dans le cas de Barcelone, on a utilisé El Diario de Barcelona, qui a commencé à être publié fin du 18e, 1794, jusqu'à 2009. La majorité du journal est disponible en ligne, est disponible dans les différents archives. Il y a ici, vous voyez ici les archives. Il est accessible dans 2 dépôts numériques. Donc, ça veut dire que si vous entrez par exemple dans la Bibliothèque nationale en Espagne, si vous accédez à la section hémérothèque, vous avez accès à beaucoup de journaux. Et le diario de Barcelone n'est pas à la Bibliothèque nationale, mais il est, comme vous voyez là, dans d'autres dépôts numériques. Voilà une image du port de Barcelone en 1856 qui n'a rien à voir avec l'image qu'on a aujourd'hui. Dans le cas de Marseille, on a utilisé le sémaphore de Marseille qui est fondé en 1827 et jusqu'à 1944. Alors, non seulement il est le plus ancien, mais aussi celui ayant le plus longue durée de parution parmi les journaux de port français. Alors, ce journal publiait une information tous les jours et c'est les données obtenues de l'intendance sanitaire de Marseille. Et ils ont trouvé, l'équipe de Crète, en fait, il a trouvé la source primaire. Donc, ils savent parfaitement d'où le journal prenait l'information. Alors, c'est un avantage parce que quand on a des doutes, ils peuvent directement aller à la source primaire. C'est pas le cas dans tous les ports. C'est extraordinaire parce qu'ils ont trouvé la source originale qui n'est pas évident. Voilà le port avant 1850 et après 1856 quand les premiers travaux sont faits d'amélioration du port. Dans le cas de Buenos Aires, là, il y a eu plein de problèmes. Il n'y a pas un journal. Alors, ils ont dû chercher 4 journaux différents. Quel était le problème? Quel était le problème? 2 des journaux ont été numérisés et étaient disponibles en ligne. Mais les autres 2 journaux, non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû prendre ces caméras et ils ont photographié jour le jour toutes les informations qu'ils voulaient extraire du journal. Alors, ils ont mis des mois, je peux vous assurer. Finalement, ça a eu des avantages. Mais vous voyez, l'information recueillie par les journaux, c'est la même, c'est pratiquement la même, c'est assez homogène, mais la disposition de l'information a été différente. Voilà le port Madero de Buenos Aires, et le voilà maintenant. Ça a pas mal changé. Dans le cas de l'avance qu'on a fait dans notre équipe, on a utilisé le diario de la Marina qui a commencé à se publier en 1844 et a fini en 1960 quand, vous savez, Fidel Castro, il a supprimé la publication de tous les journaux. Alors, mais c'est vrai que c'est une publication qui,
On a conservé jusqu'à présent. Où on peut le localiser? Physiquement, on peut le localiser à Cuba et en Espagne. Dans le cas de Cuba, on peut localiser la bibliothèque José Martí dans les archives nationales. Et en Espagne, on peut retrouver pas toute la série, mais certains numéros à la bibliothèque nationale ou à la médiathèque municipale. Mais là, le grand avantage est qu'il est disponible en format numérique. Alors, il y a deux repositories, deux plateformes, ok, deux plateformes où on peut le trouver. Dès 1844 à 1961, on peut le trouver à la Bibliothèque numérique des Caraïbes. Quel est le problème avec la digitalisation de ces numéros? Elle est très pauvre. Alors, c'est pas facile d'extraire l'information parce que la digitalisation a été faite il y a 20 ans. C'est les Américains qui ont arrivé à Cuba, ils ont digitalisé ce qu'ils ont fait aussi à l'Archive générale d'Inde à Séville. Ils arrivent, ils digitalisent, ils te donnent une copie, mais ils ne payent pas pour c'est pour la digitalisation, évidemment, parce ils te l'offrent. Et il y a une autre plateforme. Là, on voit que c'est une plateforme où la digitalisation elle est réellement meilleure. C'est à la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, dont vous pouvez avoir accès, de 1884 à 1940. Alors, dans ce cas-là, ça a été beaucoup plus facile, mais la qualité est complètement différente parce que c'est pas la même chose à avoir commencé la numérisation il y a 20 ans qu'avec les technologies qu'on a actuellement. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le Diario de la Marina? On peut, dans notre cas, on va simplement tracer le trafic maritime, mais c'est important du point de vue de l'histoire économique de Cuba parce qu'on peut voir parfaitement, on peut observer le changement et l'abolition de l'esclavage car on passe des annonces d'esclaves, comme vous voyez là, en 1854, à des annonces de recherche d'emploi en 1884. Il faut tenir en considération que l'abolition de l'esclavage à Cuba date de 1886. Avec Brésil, qui est la dernière qui abolit l'esclavage en Amérique. Donc, du point de vue de la recherche, c'est aussi intéressant. Mais qu'est-ce qu'on a fait, quel type d'informations du point de vue du trafic maritime on peut trouver dans le journal du Diario de la Marina? C'est pareil dans tous les journaux. J'ai pris cet exemple, mais tu peux le trouver. Les mêmes informations sont dans les quatre ports. Alors, l'information, elle est très variée, comme vous pouvez voir. Il y a une information très riche recueillie dans ces journaux. Mais nous, on est intéressé simplement à recueillir les entrées des navires, les entrées de longue distance et les entrées de cabotage. Alors, dans le cas des informations recueillies de cabotage, vous voyez là un exemple. Alors, il y a la date d'arrivée, la provenance, le type de navire, dans ce cas-là, c'est une golette, le nom du navire, San Francisco, le nom du patron, le nom de matelot, dans ce cas, c'est 9, le tonnage du navire, la cargaison, dans ce cas, c'est du charbon, et le consignataire. Le charbon va destiner à qui? Dans ce cas, c'est à Barrios et compagnie. Mais il n'offre pas d'informations des escales, si réellement le navire, il a commencé, par exemple, dans ce cas-là, c'est cabotage, donc il n'a pas fait d'escalade, mais il va le faire dans les longues distances. Il ne dit pas les jours de voyage, normalement, ça va être 1, 2, 3 jours, et il ne dit pas le pavillon, parce que normalement, ce serait le pavillon dans ce cas espagnol. Mais dans le cas des entrées, provenant de longue distance, là, tu as une information qui est très pareille, la date d'arrivée, le port d'origine. Et là, si on dit qu'il y a des escales, mais il ne dit pas où il arrête le bateau. Ce qui est intéressant, que les informations recueillies par le sémaphore, c'est ce que faisaient les bateaux qui étaient moitié de l'Atlantique, c'est ils notaient les bateaux qu'ils voyaient. Alors, on peut tracer, par exemple, si le navire français voyait, imaginez qu'il voit ce vapeur espagnol, il dit, j'ai vu ce vapeur espagnol dans ce point-là. Alors, tu peux tracer réellement avec la géolocalisation, tu peux tracer parfaitement où étaient les différents bateaux. Donc, l'information des différents journaux sont totalement complémentaires.
Là, on a le consignateur, le nom du navire, le nom du capitaine. Donc, c'est pareil. On ne sait pas pourquoi, parfois, on voit qu'il registre l'heure d'entrée. Pourquoi simplement 4 ans? On n'a aucune idée. C'est probablement le type qui était en train de noter. Il a décidé qu'il notait dans le journal la date, l'heure conquête d'entrée, mais on ne sait pas pourquoi. Dans toutes occasions, il y a information là. Il note aussi la numération par entrée de navire. Ça veut dire qu'il y a une référence. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est 447. Ça veut dire que dans la douane, il y a un registre 447 qui te dit exactement la cargaison du navire. Alors, tu peux voir exactement la cargaison du navire. À un moment donné, en 1910, ils ont décidé de noter cette cargaison pendant quelques années. Pourquoi cette différence? On ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est que l'information, même si elle est homogène, elle est différente. Alors, c'est ce qu'on a dû faire, les historiens, c'est tracer toutes ces différences pour que les informatiques puissent voir toutes ces différences dans les différentes années. Parce que c'est eux qui doivent indiquer la machine, faire les prompts pour extraire l'information. Alors, ils doivent savoir exactement tous les changements tout au long des années. Alors, dans le cas des historiens, ça a été d'abord que ce n'est pas les informatiques qui doivent le faire, mais c'est les historiens qui doivent le faire. Voilà, voilà une image de la Havane en 1953 et voilà en 1920. On a dû valider la source avec d'autres sources, évidemment, d'autres journaux, des tableaux de commerce, des entrées dans les douanes et tout ça. Du point de vue méthodologique, et là, c'est ce qui est intéressant et compliqué et où l'interdisciplinarité a été possible. Alors, tu as un journal. Non? Alors, le journal, tu l'as sous format normalement en PDF, non? Normalement, dans toutes les plateformes ou en image. Si le journal n'est pas en PDF, tu dois le transformer en image. Alors, quand tu le transformes en image, là, tu as des problèmes avec cette image, parce que normalement, l'image peut avoir des problèmes. Je veux dire, d'encre, de légibilité, je veux dire, parfois, tu ne peux pas extraire l'information. Alors, les informatiques, ils ont dû, du point de vue technique, résoudre les problèmes pour qu'on puisse lire tous les journaux. Quand tu as solutionné les problèmes ou tu as décidé qu'il y a un certain nombre de pages qu'on peut pas lire, alors tu dois dire non, on ne peut pas le lire, il faut trouver des sources alternatives. Alors, tu dois passer le fameux haussière, non? Pour pouvoir extraire l'information. Plus l'image elle est claire, plus c'est facile logiquement après de reconnaître tous les mots et de pouvoir extraire toutes ces données dans une base de données. Alors, en même temps, tu dois créer la base de données. C'est deux phases. Être capable de lire l'information et de notre côté, être capable de créer une base de données où tu vas verser toute l'information que tu as besoin comme chercheur. Alors, les problèmes qu'on a eus, surtout, c'est des problèmes de qualité, normalement, du journal, des problèmes physiques, parfois les plis. Il y a des plis, comme vous verrez. La qualité du papier, ce n'est pas la même chose la qualité en 1850 que la qualité du papier en 1910. Il y a des excès d'encre normalement qui empêchent de lire bien et il y a des problèmes de lisibilité. Voilà un exemple d'illisibilité critique. Alors, les techniciens informatiques, ils ont dû réellement faire des efforts en utilisant l'intelligence aussi artificielle pour pouvoir lire ces journaux. Il y a aussi des problèmes de courbure ou de plis. Alors, dans ces cas-là, c'est difficile. Les informatiques, réellement, ils ont abouti à avoir des solutions ou simplement à dire que ça c'est critique, on ne le fait pas. Voilà un autre exemple. Alors, c'est ce que je dis que pour parvenir à disposer d'une base de données et à être en mesure de passer à l'analyse des résultats, il faut suivre un long parcours, comme vous avez vu, qui passe par la numérisation de la source et de sa conversion en image. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut savoir exactement le nombre de pages, si le nombre de pages change, les colonnes où est l'information, si le journal, c'est une parution, par exemple, dans le cas du Diario de la Marine, le lundi, on ne publie pas le journal et surtout dans les jours fériés. Mais il faut voir aussi tous ces changements pour aider les informatiques à pouvoir extraire l'information. Et en plus, un des problèmes, c'est que vous imaginez 4 ports, dans ce cas, 2 langues différentes. Et il y a un type à la douane qui note. Alors imaginez que vous êtes à Cuba et que vous êtes dans la douane, vous êtes là
Non, la dame, le type qui registre. Alors, il y a un capitaine suédois. Le nom, Svenk. Alors, il y a le type qui note, Svenk. Alors, on trouve Svenk écrit de 5 manières différentes. C'est le même Svenk. Bah, on ne sait pas. C'est le même navire. Parfois, un même patron, il est dans différents navires. Donc, il faut décider. C'est là où les historiens en font son travail. Parce que les informatiques, là, ils disent rien du tout. Mais c'est les historiens qui doivent décider. Non, ces 4 Svenks, c'est le même. Donc, tu dois programmer pour dire que ces 4 Svenks sont le même. Mais c'est pareil avec les ports. Vous imaginez les ports en Asie qui sont enregistrés à Marseille, ben, ils sont nommés de mille façons différentes et en plus, il y a des ports qui n'existent pas parce que beaucoup de fois, les bateaux, ils arrivaient dans des plages et ils nommaient les plages, mais ce n'est pas des ports authentiques. C'est comme l'image que je vous ai montrée où tu vois, vous voyez ici, attends, laissez-moi vous montrer. Je vais vous montrer, c'était le port là. C'est ce qui arrive et c'est une plage. Alors, vous voyez là les petits bateaux qui vont où sont les navires et qui transportent les marchandises et qui l'emmènent, non? Même pas à un port. Donc, imaginez quand il note même pas que c'est une baie ou c'est une plage, il note juste non, un nom. Alors, c'est là où la labeur des historiens entre et c'est là où il y a une collaboration entre les techniciens informatiques et les historiens. Alors, avec les marchandises, c'est basiquement les mêmes problèmes. Il faut décider, il faut avoir une liste, un dictionnaire de marchandises. Mais enfin, le problème le plus grand avec les marchandises, c'est les poids et les mesures qui changent tout au long, vous pouvez imaginer, de plus de 50 ans, 70 ans. Alors, au début, par exemple, le sucre, on voyait le sucre en caisse de bois. Après, le sucre, l'emballage, c'est des sacs en toile et ça change. Alors, tu dois savoir exactement, le poids est différent parce que sinon, tu es en train de faire des comparaisons qui n'ont rien à voir. Parce que l'emballage, il est totalement différent. Donc, tout ça, il faut décider, il faut avoir des dictionnaires où le chercheur va dire, oh, quand je veux faire des comparaisons, je ne suis pas en train de comparer la même chose. Je compare des trucs différents. Et il faut faire que l'interopérabilité, il faut créer l'interopérabilité entre les bases de données qui est le plus important. Donc, cette source du point de vue, dans notre cas, d'étudier les flux commerciaux et les infrastructures portuaires, ben, c'est fantastique du point de vue de la géographie économique, ben, du point de vue de l'analyse des réseaux en tout cas. Mais il existe d'autres bases de données disponibles en ligne autour des thématiques maritimes qui sont disponibles. Vous pouvez entrer et les voir. Je vous ai mis là quelques-unes, comme par exemple l'objectif de Atlantic Canada, qui en ce cas, son objectif est d'étudier des documents, expliquer l'essor et le déclin du transport maritime au Canada entre le 19e et 20e siècle, en s'appuyant surtout sur des documents officiels du British Register General. Mais il y a aussi notre base de données, c'est IPOR, c'est des images cartographiques, dans ce cas-là, historiques, qui sont disponibles en ligne. Il y a Histoportus qui travaille surtout sur les flux maritimes au Portugal. Il y a d'autres bases de données comme DINCOPNet qui, basiquement, c'est des navires dans la monarchie hispanique ou GIS d'histoire maritime qui travaille surtout sur l'impact du trafic portuaire sur l'impact médio-ambiental, le dire. Des sources utilisées, c'est pas seulement des journaux, c'est aussi des sources fiscales, comme dans le cas de Toll Register Online, qui travaillent sur le commerce de la mer Baltique. Et ils ont plus d'un million, pratiquement 2 millions de navires enregistrés, et c'est disponible en ligne. C'est l'Université d'Exeter, il a fait évaluer le risque lors des voyages. Alors, la source qu'ils ont utilisée, c'est les assurances maritimes et les coûts de transaction pour évaluer le risque. C'était pas la même chose d'aller en Asie qu'aller en Méditerranée. Alors, c'est vachement intéressant. GECEM, c'est le projet où j'avais travaillé. Là, nous, on analysait la circulation de produits chinois, européens, américains entre la Chine et l'Europe, par exemple. Il y a des bases de données qui analysent le commerce bilatéral au 19e. Un des plus fameux, c'est celui-là, Navigo Corpus.
qui analyse l'histoire de la navigation commerciale en Europe entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Et probablement la plus fameuse, c'est Slave Voyage. Comme vous savez, l'originalité principale de cette base de données réside dans la diversité et la nature des sources qu'ils ont utilisées pour tracer tous les voyages d'esclaves d'Afrique envers les Amériques. Ils ont tracé 36 000 voyages pour voir réellement où ces 12 millions de personnes, où est-ce qu'elles se sont déplacées, où elles sont arrivées en général en Amérique. Et c'est une des bases de données les plus fameuses du monde et très, très utilisée. Mais les bases de données historiques ne servent pas uniquement comme à la recherche académique. Parce que comment, normalement, ces bases de données qui tracent non simplement les navires, le nom des navires, le nom des capitaines, mais normalement, elles registrent le nom des passagers. Normalement, qui utilise les noms de passagers actuellement? Bonjour, je suis là. Comment on utilise aujourd'hui, historiquement, toutes les données, surtout ce qui est relationné avec le nom des personnes, le nom des passagers? Ben, les sites de généalogie. Ils utilisent toutes les bases historiques de tous les chercheurs. Et les plus fameuses, les bases de données historiques numériques, comme ces exemples que j'ai tirés, utilisent précisément le travail des chercheurs pour mettre en disposition, et tu dois payer, hein, parce que c'est des bases de données que tu dois payer, mais ils utilisent normalement le travail des chercheurs. Il ne faut pas oublier que tous les projets de la Commission européenne, financés par la Commission européenne, ont une conditionnalité. Les bases de données doivent être publiques et ouvertes quand tu finis le projet. Tu ne peux pas non, dire non, c'est ma base de données et je ne peux que l'utiliser et tu dois payer pour l'utiliser. Non, s'il y a un financement de la part de la Commission européenne, tu es obligé à ouvrir cette base de données si tu as dit que l'objectif c'était de créer une base de données comme c'est notre cas. Alors, non seulement grâce à ces bases de données, on peut voir, identifier les ports d'entrée, les ports d'origine, mais on peut accéder à surtout l'information individuelle. On peut voir l'identité d'une personne, la profession dans son pays d'origine, qu'est-ce qu'il a vu, un peu son mode de vie. Un des registres les plus importants, comme vous savez, c'est quand on enregistre dans la fameuse le statut de la liberté. Non, toute l'information recueillie à l'île d'Ellis. Vous savez que tous les migrants qui arrivaient, on traçait, on enregistrait son nom précisément, on enregistrait sa profession et tout. Alors, c'est une base de données absolument incroyable pour tracer les trajectoires vitales. En fait, il y a des chercheurs qui étudient, par exemple, l'innovation et ils tracent les inventeurs, c'est-à-dire la migration de capital humain de qualité qui d'Europe est arrivé au 19e siècle et début du 20e siècle en Amérique, grâce précisément à ces bases de données. C'est des sites de généalogie qui sont importantes. Mais on peut utiliser comment? Moi, quand j'étais aux archives à Cuba, l'archive, il était plein de personnes. Mais ce n'était pas des chercheurs qui étaient là. Qui étaient là? Des gens qui voulaient savoir. C'est des gens qui voulaient demander la nationalité espagnole et devaient tracer si son grand-père ou arrière-grand-père était espagnol. Alors, vous savez que dans les bateaux, on enregistre toutes les personnes, tous les passagers. Pardon, tous les passagers. Et alors, dès le 19e siècle, alors ils étaient en train de chercher dans les listes, par exemple, militaires, mais aussi dans les listes des navires pour tracer réellement si son grand-père ou arrière-grand-père était finalement espagnol pour pouvoir aller après à l'ambassade et démontrer que finalement ils peuvent avoir la nationalité espagnole. Alors les archives maintenant, dans ce cas à Cuba, ils sont pleins de gens en train de chercher réellement du point de vue généalogique, de tracer. Et là, les historiens, bien que ce n'est pas notre principal but, ben, comme vous voyez, les bases de données ont des différents usages. Alors, et en plus, maintenant, ce qui est
en vogue, comme on dirait, c'est l'exploitation des archives coloniales pour, par exemple, des raisons politiques et surtout pour étudier les fameuses réparations. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Angleterre. Et donc, vous savez, il y a un débat énorme sur les réparations de l'esclavage. Et alors, toutes les bases de données disponibles pourraient tracer, d'une certaine façon, qui réellement provient du trafic d'esclaves. Alors, bon, c'est tout. Merci. Merci Nadia pour ce